Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission avec aujourd'hui Priscille et Bérangère. Alors Priscille, vous nous présentez Le rêve du jaguar. Alors aujourd'hui, je vous emmène en voyage au Venezuela pour vous parler donc du dernier roman de Miguel Bonnefoy, Le rêve du jaguar. Ce roman vient de remporter le Grand Prix du roman de l'Académie française et le prix Femina. Il nous plonge dans l'histoire fascinante d'Antonio Borjas Romero, un homme qui a su se forger un destin malgré les obstacles immenses de sa condition. L'histoire commence de façon surprenante. On découvre un bébé abandonné sur les marches d'une église de Maracaibo, une ville de Venezuela. Ce bébé, c'est Antonio, le personnage principal. Abandonné, il est recueilli par une mendiante qui se dit muette. Cette femme l'adopte non pas par bonté, mais parce qu'elle pense que l'enfant pourrait attendrir les passants et ainsi lui rapporter plus d'argent. Mais au fur et à mesure, un véritable lien se tisse entre eux. Cette femme finit par l'aimer à sa façon et elle lui transmet des valeurs essentielles qui marqueront toute sa vie. Travailler dur, rester honnête et surtout, ne jamais céder au désespoir. Antonio n'est pas un enfant comme les autres. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une force intérieure exceptionnelle. Ce n'est pas simplement un enfant qui survit à la pauvreté, c'est un enfant qui rêve, qui se bat pour sortir de sa condition, animé par un désir farouche de changer son destin. L'un des moments clés du roman survient quand Antonio, alors qu'il est adolescent, reçoit une lettre d'un marin. Ce n'est pas une lettre ordinaire, elle va changer le cours de sa vie. Grâce à cette lettre, Antonio a la possibilité d'accéder à l'éducation, une chance inespérée qui lui permet d'échapper à la misère. À partir de ce moment-là, il n'est plus un pauvre enfant abandonné, il est un homme en train de se construire, un homme avec un avenir. Au fil des années, Antonio devient médecin. Mais là encore, il ne choisit pas la voie facile. Il s'engage pleinement auprès de sa communauté, en offrant des soins gratuits aux plus démunis. À travers ce geste, il fait preuve d'un dévouement absolu, toujours prêt à sacrifier son temps et son énergie pour les autres. Cette mission, c'est celle de toute sa vie, faire une différence, améliorer la vie des autres malgré les difficultés. Dans cette quête de justice et de soins pour tous, Antonio rencontre Anna Maria, une femme brillante, ambitieuse et déterminée. Anna Maria, d'ailleurs, deviendra la première femme médecin de la région. Leur relation est belle, pleine de complicité mais aussi de défis. Ce qui frappe dans leur histoire, c'est leur union autour d'un même rêve, transformer leur pays, apporter des solutions aux injustices sociales et changer les mentalités. Ils ont une fille, prénommée Venezuela, en hommage à leur pays. Elle grandit dans l'ombre de ses parents admirables, mais comme souvent, grandir dans l'ombre de géants n'est pas facile. Venezuela ressent les attentes énormes placées sur elle, les sacrifices que ses parents ont faits pour en arriver là où ils sont. Et, comme souvent dans les grandes histoires familiales, ce poids devient un fardeau. À l'aube de sa vie d'adulte, elle décide de partir. Venezuela quitte le Venezuela et ses parents pour Paris. C'est un acte fort, un acte de rupture, mais aussi un acte de liberté. Elle veut s'émanciper, tracer son propre chemin, se réinventer tout en respectant l'héritage familial qu'il a façonné. Ce départ, c'est la quête de soi, le besoin de se libérer de ce poids d'attente et de trouver sa propre identité. Ce qui marque dans Le rêve du jaguar, c'est la beauté de l'écriture de Miguel Bonnefoy et son style poétique, presque envoûtant. Il mêle habilement la réalité sociale du pays, les mythes et les légendes, pour donner vie à un monde à la fois riche et complexe. Le roman est dense, parfois un peu trop dense, mais c'est aussi ce qui lui donne une profondeur unique. Alors comme je vous le disais, Le rêve du jaguar n'est pas simplement une saga familiale,
C'est une réflexion sur la résilience, les inégalités, l'émancipation et la transmission. Antonio, notre héros, avec sa dévotion presque excessive, et Venezuela, la fille, avec sa quête d'indépendance, incarnent deux facettes d'une même lutte, celle de trouver sa place dans un monde, malgré les blessures du passé et les obstacles du présent. C'est un roman qui fait réfléchir et qui nous invite à rêver d'un monde meilleur. C'est un livre magnifique qui fait voyager autant qu'il fait réfléchir. Si vous aimez les récits profonds, émouvants et poétiques, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, Le roman du jaguar. C'est une aventure littéraire, un voyage que vous ne serez pas prêt d'oublier. Merci Priscille. Bérangère. Alors je vous présente, dans un autre style, Mémoricide de Philippe de Villiers. On ne présente plus Philippe de Villiers, surtout à vous, proche voisin des Vendéens, et c'est donc son 32e ouvrage que je vous propose aujourd'hui. Il est sorti le 31 octobre dernier et il est en tête des ventes ce mois-ci. Voilà donc un livre choc, lucide, mais chargé d'espoir. Un essai politique contemporain qui dresse un constat accablant de l'état de la France. Philippe de Villiers s'interroge sur les mutations sociétales de notre pays, ou plutôt fait une critique argumentée de ce qu'il perçoit comme une entreprise systématique de déconstruction de l'histoire nationale. Sa thèse, la destruction délibérée de l'histoire de notre pays, la dépossession d'un peuple de sa mémoire et de ses grandeurs. Il analyse les processus de déboulonnage des figures historiques et révèle les mécanismes de reconstruction mémorielle. La problématique identitaire constitue la colonne vertébrale de l'ouvrage. Philippe de Villiers annonce dès le début de son livre que le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet dernier, le monde entier assistait en direct à la déconstruction des fiertés françaises. Une scénographie, je le cite, sans autre relief que la provocation, une allégorie de nos abaissements, tout était laid, tout était woke. L'équipe artistique se targuait de ne pas vouloir d'une reconstitution à la manière du Puy du Fou, elle voulait le désordre et que tout s'entremêle. Pour l'auteur, c'est le signe d'un changement de société, de culture, de civilisation. On revient sur les grandes heures de l'histoire du pays, quand la patrie était chérie de tous, quand la famille comptait, quand la France était mère nourricière. Puis la descente indolore mais réelle, le grand déclassement, la perte de tout ce que l'Hexagone avait de plus cher, son histoire. Au constat alarmant d'une France aujourd'hui maltraitée, pillée mais qui respire encore, on réalise que notre patrie, trop généreuse, pourrait s'insurger contre ces dirigeants qui la bradent aux puissances étrangères. Et si on ne fait rien contre tout ce qui l'agresse au quotidien, ce constat deviendrait un rapport d'autopsie. Comment en 50 ans tout a changé ? La force de l'ouvrage réside dans sa capacité à identifier des problématiques essentielles de notre modernité, même si certaines conclusions apparaissent parfois hâtives. Philippe de Villiers multiplie les dénonciations, relève tous les petits pas du pouvoir vers ce changement de civilisation. Fidèle à son style, l'auteur analyse alors comment on en est arrivé là. Son propos s'articule en 3 dimensions. Religieuse, à travers l'analyse du déclin des référents chrétiens et l'avènement de la culture islamophile. Culturelle, par l'étude des transformations sociétales avec le wokisme ou encore le transhumanisme, et politique, avec l'examen des enjeux de souveraineté. L'État se délite, l'autorité n'est plus dissuasive et les puissances privées maléfiques n'ont plus peur, dit l'auteur. La France comme l'Europe est en train de sortir de l'histoire. Mais alors, où va-t-on ? L'auteur pense que si rien ne change, dans 10 ans commencera la partition de la France avec d'un côté des califats, terre du nouveau peuple, et de l'autre des espaces français, refuge d'un peuple vieillissant hagard qui ne sait plus où il va. Et à ceux qui pensent encore que l'État va empêcher cela, la réponse est « l'État ne peut plus rien, débrouillez-vous tout seul ». L'insécurité régnera partout. Mais peut-on éviter d'en arriver là ? Il faudra des hommes nouveaux avec le courage de voir, de dire et surtout de faire. Il faudra redonner le pouvoir au peuple. La France est un pays qui, quand tout est perdu, a toujours trouvé la force de se relever, alors tout est sauf. Philippe de Villiers se refuse à abandonner toute espérance et son amour de la France éternelle demeure plus vivant que jamais. C'est un grand monsieur de la politique et surtout de la culture française.
Il nous livre dans une plainte mêlée de nostalgie une partie de son large savoir. Sa plume est habile, belle et percutante. Elle évoque ses souvenirs d'enfance, de créateur du Puy du Fou, d'homme politique. Philippe de Villiers exprime ici son espérance et son grand amour du pays. Alors bien sûr, pour s'attaquer à la lecture de ce pavé qui compte quasiment 400 pages, il faut avoir le temps, car on ne lit pas si souvent un texte d'une telle valeur littéraire. Son style est grandiose, avec une verve sans pareille. La passion de notre pays tenaille l'auteur et il sait nous la transmettre. Dans chaque chapitre, Philippe de Villiers mobilise, pour étayer sa démonstration, un large éventail de références littéraires, historiques, culturelles ou philosophiques, ce qui fait que l'on a l'impression d'être intelligent. Chaque paragraphe, parfois drôle ou émouvant, prête à réfléchir. Mémoricide constitue donc une contribution constructive au débat sur l'évolution de la société française contemporaine. L'ouvrage a le mérite de poser des questions fondamentales sur notre rapport à l'histoire et à la transmission mémorielle. Il est stimulant pour celui qui s'intéresse aux enjeux identitaires de notre temps. Cet ouvrage passionnera toutes les générations de Français qui voudraient se retrousser les manches. Alors, Mémoricide est paru aux éditions Fayard. Et le premier livre, le roman Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, est paru aux éditions du Rivage. Merci à tous. Les éditions de La Loupe vous ont